a eu les mots justes, il a ouvert le bal avec des mots justes, et M. Diabaté Mandin a continué, le docteur Bekima et M. Basleking. Moi, la première des choses que je veux d'abord dire, Bachir, ça apprendra aux Africains d'appeler la France au secours. Moi, je n'incrimine pas les responsables de la transition malienne. Je veux tout simplement expliquer que chaque fois qu'un État africain va se trouver dans une situation compliquée et va vouloir jouer sur ce qu'on va appeler accord de coopération militaire en appelant la France, elle va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Parce que, c'est vrai, la France va foutre le camp, mais la situation est compliquée. J'explique pourquoi pour moi la situation est compliquée. La situation est compliquée parce que les leaders africains, ceux qui représentent les États africains, pour l'instant qui ont les pouvoirs, ne sont pas unanimes dans la situation que vit le Mali. Je vais plus loin. Lors de la réunion à Paris, le président français a convoqué qui? Il y avait le représentant du Niger, il y avait le représentant du Bénin, il y avait le représentant du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le président de la Commission de l'Union africaine, il y avait le Canada, et il y avait ce qu'on appelle le président. Quand moi j'ai regardé ça, j'ai regardé la CEDEAO, les pays de la CEDEAO. J'ai divisé les pays de la CEDEAO en trois. Il y a ce que j'appelle les non-influents. C'est-à-dire que des pays qui signent les communiqués de la CEDEAO, mais qui n'ont aucune influence. Pour moi, des pays qu'on peut excuser et pardonner. La Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Moi, je les appelle les lampistes. Donc, ils ne peuvent avoir aucune influence. Par contre, il y a deux types de CEDEAO. Et c'est ça le combat en ce moment. Il y a ce que j'appelle la CEDEAO d'influence russe. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez la Guinée-Conakry, et vous avez un pays comme le Nigeria. Et vous avez la CEDEAO couchée aux intérêts français. Vous avez le Togo, vous avez le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana et vous avez le Sénégal. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Mandeng qui explique que la France ne partira pas. Donc il y a un jeu en ce moment de bataille entre la CEDEAO d'influence russe qui résiste pour libérer et chasser la France de la CEDEAO et la CEDEAO d'influence française qui joue le pourrissement de la situation. Résultat des courses, Barkhane ne va pas partir. Barkhane va chercher à s'installer dans ce que j'appelle la CEDEAO d'influence française. Et il y a deux pays clés dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le Niger, c'est le Niger qui risque d'accueillir Barkhane. Et c'est le Niger qui concentre les matières premières que la France veut. Et pour rien au monde ne veut partir. Au-delà des matières premières qui sont au Mali. Et il y a un pays comme le Nigeria. Moi, je suis des accords pour effectivement asphyxier le Mali. Mais moi, en même temps, j'ai un problème avec le Nigeria. C'est que le Nigeria semble ne pas s'intéresser à la situation. Le Nigeria semble ne pas avoir de position dans cette situation. Qui n'est rien constant. Le Nigeria semble ne pas jouer de son influence dans cette situation. Au point où, en toute objectivité, ça me gêne. Et c'est là où la conversation de M. Ouattara et de M. Abou Sissé est très intéressante. Qui est M. Abou Sissé? Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de profils. Boubou Sissé, voulez-vous dire? Boubou Sissé, oui. Il y a un certain nombre de profils. M. Boubou Sissé fait un doctorat d'économie en France. Économie de développement. Acceptons que ce soit de l'économie. Quand il finit de faire ses études, il est coopté par la Banque mondiale. Par qui? Ne me posez pas la question. Comment? Ne me posez pas la question. Allez voir combien d'étudiants africains bouclent des doctorats et sont immédiatement cooptés par la Banque mondiale. Quand il finit de travailler à la Banque mondiale, il est coopté par IBK en 2013, juste après l'élection présidentielle de IBK. Et vous savez quel poste on lui donne? Ministre
de l'industrie. Il est déjà en contact direct avec les multinationales françaises. Ça veut dire que rien sur le plan minier ne se signe au Mali sans que M. Boubou Cissé y mette sa signature. Ce n'est pas lui qui décide, mais il est dans les négociations. Quand il part ministre de l'Industrie, vous savez quel poste on lui donne? Ministre des Mines. Quand il part ministre des Mines, il est ministre de l'Économie et des Finances. Profil. Le même profil que Kamang Duncan, le même profil que Yahi Boni, le même profil que Kaboré, le même profil que Macky Sall. Et quand il part ministre de l'Économie et des Finances, il est Premier ministre. Donc, dans la conversation qu'il avait avec M. Ouattara, il soutient la suicide et la position française. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse de M. Ouattara. Pas un seul instant, M. Ouattara ne lui donne l'impression que ces positions-là, d'afficher le Mali, seront discutées au sein de la CEDEAO. M. Ouattara répond comme si c'est lui qui décide des sanctions contre le Mali. Ça m'a gêné. Suivez correctement cette conversation. À la limite, M. Ouattara devient le baobab, le potentat, l'homme par qui on passe pour être coopté par la communauté internationale. Donc au sein de la CEDEAO aujourd'hui, il y a un patron qui s'appelle M. Ouattara. Et là, je me suis posé la question, où est le Nigeria? Parce que le Nigeria devait faire ce qu'on appelle des négociations directes, acceptant même qu'il y ait des coups d'État. S'il y a des coups d'État, ça veut dire qu'il y a crise politique profonde. Mais à partir du moment qu'il y a crise politique profonde, dans un espace où toi, tu as 75% de produit intérieur brut, où toi, tu fais 70% du commerce de cette histoire, mais ça te concerne d'abord. Donc les crises politiques au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, concernent d'abord le Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui est l'acteur principal, c'est le Nigeria qui est la richesse de la CEDEAO. Mais, d'où vient-il que M. Ouattara, c'est lui qui reçoit un coup de fil de M. Boubou Cissé, ça montre même. D'ailleurs, on profite pour dire aux responsables de la transition malienne de faire très attention. Nous avons vu certaines photos fuitées avec un certain nombre de types. Et dans la conversation de M. Boubou Cissé, il est démontré qu'il y a des gens qui donnent des renseignements. Donc, tout le monde, des grèves, élevés ou pas au Mali, ne sont pas en odeur de cécité avec la transition. Et on a un certain nombre d'individus qui se retrouvent à faire des photos avec le président de la transition. Quand vous connaissez ceux qui ont approché un peu les chefs d'État, et vous, Bachir, vous le savez, avant d'approcher un chef d'État, il y a des filières, il y a des individus, il y a des démarches pour y arriver et rencontrer un certain chef d'État. Donc, il faut faire attention dans ça, alors, aux responsables de la transition, d'être focus sur le combat qu'ils sont en train de mener. De ne pas être distrait par, comment je vais dire, que les interférences. Je reviens à mon raisonnement. À partir de là, Bachir, eh bien, la France essaie d'avoir le maximum d'alliés. C'est pour ça qu'elle force un sommet. Union africaine-France, à 2 jours du fameux sommet de Bruxelles, où elle va finir par convaincre les Africains à Bruxelles avec un possible endettement de 50 milliards. Donc, Barkhane ne partira pas. Barkhane sera déployé dans ces pays. Or, la France veut une précaution. La France demande que ces pays d'influence, c'est-à-dire la CEDEAO d'influence française, qu'on lui fasse la demande. C'est-à-dire que, voilà pourquoi M. Macron met 6 mois. Il va déployer Barkhane, soit au Togo, soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire, soit au Ghana, soit au Sénégal et soit au Niger. Voilà les pays où on va démarquer Barkhane. Mais il demande à ces pays-là, faites-moi une demande formelle. C'est-à-dire que dites que, amène le dispositif ici. Et M. Ouattara a commencé à répondre à cette question. M. Macky Sall, en expliquant que le départ de Barkhane est un véritable problème. Ça va immédiatement créer plus d'insécurité au sein de la CEDEAO et ça va mettre nos pays. Il faut. Alors, bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Baodaï, comme vous le dites. Il y a donc une table bataille. Sauf qu'il y a un invité dans cette histoire. Lequel? Le Tchad. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas me prononcer le Tchad. Nous attendons voir comment la situation va évoluer.
Mais rassure-toi, Bachir, le moment venu quand j'aurai un certain nombre d'éléments et j'aurai construit une analyse, je vais me prononcer sur le Tchad. Il y a un invité au Tchad qui, de mon point de vue, n'avait rien à faire à la rencontre de l'Élysée. Non, on parlait du Sahel, le Tchad faisant partie du G7. Bachir, de mon point de vue, n'avait rien à faire. Pourquoi? Parce que le Tchad a un accord militaire bilatéral avec le Mali. Oui. Et les soldats tchadiens sont au Tchad. Le Mali a inquiété les soldats tchadiens. Qu'est-ce que tu vas foutre dans une réunion bidon de pacotille où Macron ne veut pas assumer son échec et veut internationaliser l'affaire? Non seulement il parle à son opinion publique parce qu'il ne veut pas donner l'impression aux Français que la France est chassée du Mali et que c'est un fiasco, et veut embarquer tout ça en donnant l'impression que cette décision de retrait est aussi assumée par les invités qu'il a. C'est-à-dire pas l'Union africaine, pas le président de la Commission, le président de la CEDEAO, et par les amis de la France, donc le Tchad à la Réunion. S'il y avait justement une réunion où il ne fallait pas voir le Tchad, c'était à cette réunion-là. Très bien.